Les Ukrainiens affûtent leurs armes et se préparent très sérieusement, on le sait, on le dit depuis longtemps, pour la contre-offensive. Du côté des Russes, l'attente semble être difficile. Regardez par exemple l'info donnée aujourd'hui par le ministère britannique de la Défense. Des recherches menées par des journalistes russes indépendants disent qu'entre janvier et mai 23, les tribunaux militaires russes ont traité 1053 cas de désertion, c'est-à-dire plus que pendant toute l'année 2022. Alors est-ce la peur? Est-ce le manque d'encadrement? On peut en débattre évidemment pendant des heures. Ce qui nous a paru assez parlant, c'est cette séquence qu'on a trouvée à la télévision russe. C'est assez court, mais effectivement, ça en dit long sur peut-être l'état d'esprit actuel en Russie. La situation s'est tellement enflammée sur certains sujets. Il est nécessaire de jeter un peu d'eau froide. C'est un état d'hystérie, je dirais même, pour certains d'entre nous. La première chose est la question du transfert d'armes nucléaires à l'Ukraine. Disons simplement que ce n'est pas possible, mais plus rien n'est impossible. Et même si l'on considère cette hypothèse comme probable, cela ne vaut pas la peine d'être considéré. Mais qu'en est-il des chasseurs, des chars, des HIMARS, de l'artillerie à longue portée et des Storm Shadow? Tout était de l'ordre de l'impossible et une attaque sur la région de Belgorod semblait également impossible avant-hier. C'est un exemple parmi d'autres, Romain Mielcarré, qu'on voit que la pression psychologique peut être assez redoutable, ou en tout cas insidieuse. Je crois que... Non, mais avec moi. Je réfléchis toujours comment répondre à cette question, parce que c'est très compliqué de commenter les organes de désinformation russes et la propagande russe. Je suis tenté de faire la réponse d'Arthur dans Kaamelott, c'est-à-dire que c'est toujours surprenant, mais c'est systématiquement débile. Je crois que faut faire attention de chercher dans ces images et dans ces émissions des indices de l'état d'esprit ambiant. Alors, à chaque fois, je fais la comparaison et je la refais. Pour moi, ces émissions, c'est comme Touche pas à mon poste, c'est le même fonctionnement que chez Hanouna. Les gens ont des rôles. Les rôles sont réfléchis, pensés, structurés, et au fur et à mesure des émissions, pour varier les plaisirs, les rôles sont interchangés entre les personnages. Mais vous avez systématiquement quelqu'un qui va venir vous dire « Ouh là là, c'est terrible, ça part en vrille, l'armée russe n'y arrive pas », et quelqu'un qui lui fait « Mais non, pas du tout, tout va bien et on va s'en sortir ». Et il y a à chaque fois le personnage qui vous dit « L'arme nucléaire, elle arrive, c'est la guerre nucléaire », quelqu'un qui lui dit « Mais non, gardons la tête froide ». Et en fait, ces rôles-là, on les a depuis le début, ils évoluent. Alors, est-ce que le ton s'inquiète un peu plus aujourd'hui? Peut-être un petit peu. Il y a peut-être d'autres infos. Alors, pour ce qui concerne Cyril Hanouna, la comparaison avec un média de propagande, je vous laisse la responsabilité de ce que vous dites. Je l'assume totalement. Alors, ok. Autre chose peut-être. Alors, il y a cette info des 1053 déserteurs qui sont donc plus nombreux. Alors, c'est le ministère de la Défense britannique qui nous le dit. Sans doute pareil, on communique aussi ce qu'on veut communiquer. Il y a un homme que Mélina Huet et Charlotte Le Fété ont rencontré hier à Kiev. C'est l'ancien chef adjoint du SBU. Donc le SBU, ce sont des services secrets ukrainiens. Lui, il était en poste au moment de la guerre en 2014, donc il connaît pas mal quand même les relations avec la Russie. Et voilà ce qu'il leur a dit hier en interview. Écoutez, c'est intéressant. Il faut bien comprendre que l'ennemi aussi est fort. Mais leur plus gros problème, c'est que ça les rend fous. Parce qu'ils attendent le début de cette contre-offensive à tout moment. Leur morale n'est pas bon. Et si c'est une attaque puissante, ils vont juste fuir. Ils n'ont aucune raison de maintenir un territoire qui n'est pas à eux. Alors, ne pas savoir quand aura lieu cette offensive, ça les rend fous. Voilà ce que nous dit cet homme. Mélina Huet, on vous rejoint donc depuis... vous êtes à Kiev. Les Ukrainiens ont compris, ils ont bien compris les ressorts de la guerre psychologique a priori. Oui, ce qui est sûr, c'est que les Ukrainiens connaissent très bien l'importance de préserver le moral des troupes ou bien d'atteindre le moral des troupes adverses. Souvenez-vous, à l'été dernier, j'ai passé plusieurs semaines en Ukraine au moment où l'entourage de Volodymyr Zelensky répétait à l'envi qu'une contre-offensive allait s'effectuer, allait être mise en mouvement aux abords de Kherson. Résultat, il y a eu un impact sur les troupes russes, évidemment, dans le sud, qui attendaient, et puis il y a eu un impact stratégique également, puisque des troupes russes
russes qui étaient positionnés au nord-est, dans l'oblast de Kharkiv notamment, eh bien, se sont déplacés vers le sud pour protéger ce sud. Résultat, contre-offensive dans le nord-est de l'Ukraine. Et puis ensuite, celle que l'on a connue à Kherson jusqu'à la prise de la ville éponyme le 11 novembre. Les troupes ukrainiennes elles-mêmes connaissent très bien cette stratégie qui vise à essouffler l'ennemi, le faire patienter, le faire stresser, puisque j'avais rencontré des forces de défense territoriale au nord de l'Ukraine, à la frontière biélorusse, dans l'oblast de Jitomir. Et ils étaient positionnés là depuis plusieurs mois et depuis plusieurs semaines. En janvier, en fait, il y avait un attroupement des troupes russes à la frontière biélorusse et ils disaient que certes, ils étaient prêts si jamais ces troupes tentaient de percer cette frontière à nouveau, davantage qu'en février 2022, mais que patienter avec cette menace qui planait au-dessus de leur tête était évidemment inconfortable. Et puis en plus, ça avait le désavantage de fixer des troupes au nord de l'Ukraine alors que le front, lui, se passait plutôt à l'est du pays. Alors, ce qui est sûr, c'est que parler de cette contre-offensive sans qu'elle ne survienne depuis plusieurs mois aura un impact sur les troupes ennemies. Des troupes ennemies qui ne savent pas quand, comment, dans quelles conditions cette contre-offensive ukrainienne va se produire. Merci Mélia. On va rejoindre Mélina tout au long de cette émission générale. Ça illustre quand même complètement ce qu'on disait avant, une sorte d'épée de Damoclès qui maintient sous pression. Ça sert toujours. Oui, mais la guerre psychologique est un outil de la guerre depuis bien longtemps. Moi, j'ai écrit le document en 2008 de l'armée française qui n'avait pas été réécrit depuis 1957. Donc, toutes ces affaires-là, on les a travaillées déjà depuis des années. Nous les connaissons. La différence peut-être, c'est que les pays de l'Est sont plus habitués à ce genre de procédé parce qu'ils l'ont beaucoup plus pratiqué, alors que nous, c'était quand même un peu interdit. Voilà, ce mot guerre psychologique, tout de suite, on dit c'est manipulation. Oui. Donc voilà. Mais on se rend compte dans cette guerre que finalement, c'est essentiel pour une victoire, d'ailleurs, de part et d'autre. On ment, on désinforme, c'est de la guerre psychologique, et on met l'autre en situation d'instabilité permanente. Oui. Enfin, pour rebondir sur ce que vous avez dit, ou c'est peut-être Mélina qui l'a dit, pardon, sur, je dirais, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver du côté russe. Ça fait des mois qu'on nous dit que l'armée russe ne sait jamais d'où ça vient, mais qu'elle va s'effondrer. À chaque fois, elle tient. Donc voilà, donc je crois qu'il faut être extrêmement prudent sur les effets de la guerre psychologique. Maintenant, on a vu ce qui s'est passé aussi à Kharkiv, quand même, ne l'oublions pas, au mois de septembre. Où effectivement, après que la première ligne ait été percée, tout s'est effondré derrière. Donc voilà, c'est ça les effets. On prépare l'attitude, le comportement des soldats d'en face, mais ça va marcher ou ça va pas marcher. Si vous tombez sur une troupe d'élite, ça tiendra. Si vous tombez sur des mobilisés, par exemple, ça marchera moins bien. Non, mais instiller un morceau, un petit peu de peur, comme ça, un peu de, voilà, on s'est fait avoir à Kharkiv, est-ce qu'on saura réagir s'ils nous attaquent, je ne sais où, à Kherson, etc. C'est l'incertitude. L'incertitude, c'est toujours très déstabilisateur pour une armée, mais depuis, même, enfin, moi qui aime bien l'histoire... que l'on prenne ce qui s'est passé en mai 1940, après la drôle de guerre, on ne savait pas où les Allemands allaient attaquer. En fait, on souhaitait qu'ils attaquent quelque part, et c'est pas là qu'il y a eu l'offensive principale. L'incertitude, on s'est fait avoir, mais on peut prendre également l'opération Overlord, avec toutes les opérations d'intoxication psychologique, l'opération Fortitude, où on fait croire que le débarquement aurait lieu dans le Nord-Pas-de-Calais alors que c'était en Normandie. Et les Allemands, ils attendaient, ils ne savaient pas où ça allait taper. Les unités n'étaient pas placées là où elles auraient pu réagir au mieux. Donc pour moi, à l'Est, rien de nouveau. À l'Est, rien de nouveau. Un mot là-dessus ? Oui, un mot là-dessus, juste, c'est intéressant à quel point les mots, c'est-à-dire comment on peut faire vivre une contre-offensive par les mots alors qu'elle n'existe pas. Et donc ça nourrit un imaginaire, effectivement des fantasmes, la peur, etc. Après là, l'Ukraine se présente en tant que maître des horloges. Et c'est ça. L'Ukraine a la maîtrise du temps. Peut-être que là, effectivement, la Russie a peut-être un peu la maîtrise de l'espace, mais l'Ukraine a la maîtrise du temps, donc une puissance presque divine. Et en plus, elle répond à la Russie qui dit « Ah, vous vouliez une guerre longue ? Très bien, c'est moi qui suis le maître. On va vous faire patienter. » Ceci dit, les Russes ne sont pas attentistes, évidemment. Ils ne sont pas là en train d'attendre ce qui va se passer. La preuve, Nivine Potros, parce qu'on apprend qu'ils développent de nouvelles armes. Exactement, je vous présente le 2S-43 Malva, c'est l'équivalent russe en fait de notre canon César, et d'après l'agence de presse TASS, eh bien, le Malva devrait être livré aux troupes russes très prochainement, car eh bien, il a passé haut la main toute une batterie de tests. Ce sera donc sa première mise en service. Alors, le Malva, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle tout simplement un canon automoteur, tout simplement un obusier qu'on va venir mettre comme ça sur des roues, exactement comme le canon César. Alors, celui-ci, le Malva russe, il mesure très précisément 13 mètres. Vous pouvez compter avec moi, il est équipé de 8 roues, ce qui évidemment le rend très mobile. Et comme le canon César,
César, d'ailleurs, eh bien, il est capable de transporter un équipement de 5 hommes, un équipage de 5 hommes. Alors, côté offensive, le Malva, il est doté d'un canon de 7 mètres de long qui tire des obus de 155 mm avec une portée de 24,5 km. C'est très précis, c'est le constructeur qui nous le dit. Il est capable de tirer 7 coups par minute et d'embarquer à bord de 30 munitions. Son poids, 32 tonnes. Alors, c'est pas très lourd pour un engin de ce gabarit. Et puis, s'il est aussi lourd, 32 tonnes, c'est aussi parce qu'il dispose d'un système de blindage assez épaisse qui peut lui permettre de se rapprocher comme ça de la ligne de front. Est-ce qu'on peut dire que c'est le César russe, Nivine ? Alors effectivement, il y a beaucoup de similitudes, mais il y a aussi quelques différences. D'abord, la première différence avec notre bon vieux canon César français, c'est que le canon César, il est bien plus petit, il mesure 10 mètres, vous pouvez compter les roues avec moi, il n'en dispose que de 6. Il est aussi moins lourd, le canon César, 18 tonnes, mais c'est parce que, il a un blindage qui est aussi plus léger, ce qui n'est pas forcément en sa faveur. Il possède aussi, lui aussi évidemment, un canon, sauf qu'à la différence du Malva russe, il tire des obus de 155 mm, ce qui veut dire que ce sont des obus aussi plus performants, des obus qui vont d'ailleurs plus loin puisque sa portée c'est jusqu'à 50 km. En revanche, contrairement au canon russe, il tire 6 coups et non pas 7 coups par minute. Et puis, il peut abriter non pas 30, mais 18 munitions. En temps de guerre, évidemment, ça peut faire la différence. Alors, il y a aussi quelques différences. Le Malva, on l'a dit, il est plus récent puisqu'il date de 2023, si sa mise en service va effectivement avoir lieu dans les prochaines semaines, alors que le canon César, lui, il date de 2004. Forcément, le Malva, il est plus moderne, donc il est aussi plus autonome que le canon César. Mais globalement, les deux modèles se ressemblent, ce qui évidemment n'est pas une bonne chose pour les Ukrainiens, parce qu'on a vu à quel point le canon César, il était précieux pour l'armée ukrainienne sur le terrain. On peut logiquement supposer que s'il le sera tout autant pour l'armée russe, ce Malva. Et puis, il faut quand même préciser une chose, pour l'heure, ce canon, on ne l'a jamais vu à l'action. Uniquement des photos et on l'a évidemment encore moins vu sur le terrain. Voilà, on attend de voir évidemment ce que ça peut donner. On sait, Mathieu Anquet, combien ils en posséderaient, les Russes, ou pas ? On pense qu'ils possèdent quelques prototypes qui sont à l'essai, donc ce sont vraiment des systèmes qui sont dans des champs spéciaux, des polygones de tir, où on voit s'ils manœuvrent bien, s'ils tirent bien, si les performances attendues sont celles qui sont effectives. Mais bon, moi je suis un peu circonspect sur sur plusieurs choses. Déjà, si on compare deux systèmes d'artillerie, là, c'est à peu près même calibre, à quelques millimètres près. Le canon César, il tire 2 fois plus loin. Ça fait une énorme différence sur le champ de bataille. Si on compare deux systèmes, l'artillerie, là, avec des obus en plus propulsés assistés par fusée, le César, il peut tirer jusqu'à 50 km. Oui, c'est ce que disait Nivine. 2 fois plus loin. Effectivement, c'est important. C'est 2 fois plus loin. C'est combat proven, comme on dit. Ça fait depuis 2004 qu'il est en opération. Le César a été utilisé sur de nombreux théâtres d'opération. Et le Malva, moi ça me fait un peu penser quelque part à l'Armata, le T-14 Armata, le char. C'est quelques unités, on les présente un peu comme les armes miracles, un petit peu comme faisaient les Allemands à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est on va renverser le cours du conflit avec... On renverse pas le cours du conflit avec quelques unités qui n'ont pas encore été sur le terrain. Là, c'est vrai que c'est le constructeur qui fait la promo de son Malva. Qu'en dit le spécialiste des blindés ici présent sur ce plateau, en la personne du général Chauvency? J'ai envie de vous taquiner aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Non, il n'y a pas de problème, je supporte. Potentiellement, c'est quand même une bonne arme. C'est très difficile à dire. Je crois qu'il vient d'être dit, la question que vous l'avez posée, combien il y en a déjà pour commencer? C'est un matériel récent, donc on ne sait pas très bien. Il y a peut-être une chose qui n'a pas été du tout abordée, c'est la précision de l'arme. En fait, on peut très bien avoir des armes qui tirent loin ou moins loin. La question est, est-ce que les coups arrivent bien au but? Or, le César tire parfaitement bien au but. Alors, je n'ai pas retrouvé l'écart type, je dirais, de la frappe, mais il est très précis. On ne sait pas si ce canon, celui-là, russe, est très précis. C'est ça qui va être la différence. Ensuite, pourquoi des roues plutôt que des chenilles aussi? On peut se poser la question. C'est d'abord une mobilité, c'est ce qu'on redécouvre, c'est un débat éternel. Un jour la chenille, un jour la roue. Nous, on est passé entièrement à la roue, on a abandonné les chenilles. Mais sur un terrain comme l'Ukraine et celui du terrain russe, je dirais, les chenilles, quand même, il y a une certaine saison, on est bien content de les avoir. Mais c'était pour accompagner les chars. Donc voilà,
c'est un changement de portage, effectivement, avec des roues. Alors, est-ce que ça va changer la manœuvre militaire russe? Je ne le crois pas. Tant qu'il n'y en aura pas suffisamment, ça va rendre de plus de mobilité. Et puis quand même, quelque chose de très important, me semble-t-il, je crois que les Russes ont perdu beaucoup de matériel d'artillerie sur le terrain, parce qu'ils ne quittaient pas suffisamment rapidement les postes de tir, les positions de tir. Ça roule vite. Voilà. Bah, là, déjà, c'est un peu lent. C'est un peu lent parce qu'il faut tracter, il faut amener un camion qui va les ramener. Un César, en moins d'une minute, il est en batterie. Il tire ses obus, donc 6 obus, c'est 18 obus en 3 minutes, je dirais, sur cible. Et en moins d'une minute, il est parti. Il tire pas en roulant? Non, il tire pas en roulant. Non, il faut qu'il se pose. Mais en moins de 5 minutes, il a envoyé sa volée d'artillerie. Un canon comme ça qu'on vient de voir tracter, c'est un certain temps, comme dirait l'autre. Il faut un camion, il faut du matériel. Un canon à chenille, il faut beaucoup plus de temps parce qu'il se déplace beaucoup plus lentement. Voilà. Donc voilà, c'est la mobilité qui est retrouvée. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, on a toujours de nouvelles armes qui sont en train d'apparaître. Alors, bon, on ne les voit pas toutes arriver sur le terrain, mais bon, ça continue à produire, quoi, manifestement.